Bonjour à tous, il est 10 heures du matin, nous sommes le 13 juin. Bienvenue pour ce deuxième webinaire organisé par Hibou. Donc un deuxième webinaire qui évidemment va traiter des données, des matériels, avec une question centrale aujourd'hui, les données des matériels, d'accord, mais pour quel cas d'usage? Alors pour ce deuxième webinaire, tout d'abord, moi, je suis Adrien Montoile, je suis responsable grand compte chez Hibou et je suis ravi d'accueillir ce matin Monsieur Thierry Noriga, qui est directeur matériel chez PFO Construction. Donc, PFO, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise spécialisée dans les projets complexes et de grande envergure, en Afrique de l'Ouest principalement, hein. C'est d'ailleurs le leader du BTP en Côte d'Ivoire, sachant que PFO est aussi présente au Burkina Faso, au Sénégal et au Togo notamment. Et puis nous accueillons aussi Jérémy Fournial, c'est Laurent Nicolier, donc le responsable achat et le responsable grand compte d'Enco. Enco, un loueur spécialisé dans les équipements de TP et de carrière, avec ou sans opérateur. Aujourd'hui, Enco, hein, c'est plus de 1400 machines, 5000 équipements qui composent un parc qui est assez renommé pour sa qualité et son rendement. Donc, je vous remercie d'ores et déjà tous les trois de votre participation ce matin. Petit insert avant de démarrer. Le webinaire est en deux parties. Une première partie aujourd'hui et une deuxième partie qui aura lieu le 4 juillet, donc le mardi 4 juillet à 10 heures. Vous pouvez d'ores et déjà le noter dans vos agendas. Petit rappel des règles, ce webinaire va durer 45 minutes. Nous vous invitons vraiment à poser vos questions. N'hésitez pas à tout instant à poser vos questions, hein. En bas à droite, vous avez une option particulière dans la plateforme pour poser vos questions. Vous pouvez aussi voter pour les questions déjà posées pour leur donner de l'importance et nous y répondrons à ces questions à la fin du webinaire, en fin de session. Et donc, avant de passer au sommaire, je vous propose d'abord de répondre à un petit sondage. Utilisez-vous les données émises par vos matériels? Voilà. Ce sondage est assez important pour nous. Ça va nous permettre de situer un peu nos intervenants et peut-être d'améliorer la deuxième partie. Et donc, nous pouvons tout de suite démarrer. Donc, dans une première partie, nous allons voir ce que sont les données des matériels, quelle est la définition que nous mettons derrière. Puis ensuite, nous verrons comment y accéder, hein. Ce n'est pas tout à fait simple, mais il y a évidemment des solutions pour accéder à ces données-là. À quels enjeux répondent ces données? On a isolé 6 enjeux, on va vous en détailler 3. Et enfin, les cas d'usage concrets présentés par M. Noriga et par M. Fournial et Nicoli. Et nous finirons par les questions-réponses. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que sont les données matérielles? Qu'est-ce que sont les données issues de vos matériels? Nous, chez Hibou, on a tendance à dire que quand on achète un matériel, quand on achète un équipement, quand on achète un engin, un camion, etc., on obtient d'abord une clé pour le démarrer, pour l'utiliser, et aussi une clé API. Alors, API, Application Programming Interface, derrière cet acronyme, c'est un moyen informatique d'accéder à des données, d'échanger des données. Donc, il y a vraiment cette clé physique et une clé numérique pour accéder aux données. Ce qui est très important de noter, c'est qu'il n'y a pas besoin d'installer des capteurs. Les engins, les matériels, les équipements, les camions sont aujourd'hui nativement équipés de capteurs. Les machines émettent des données et grâce à ces API, on peut capter les données. Donc, pour remettre tout ça dans une phrase, on peut noter que les équipements émettent des données sur leur usage et leur exploitation. Et ces données agrégées vont nous permettre de suivre des indicateurs clés pour améliorer la productivité d'une part et l'impact énergétique des flottes de matériel d'autre part. Donc, pour être un petit peu concret et pour que vous visualisiez bien quelles sont ces données matérielles, voici les points de données dont nous pouvons parler. Donc, il y a la localisation GPS, bien évidemment, les heures de fonctionnement, les heures de production à mettre en regard des heures de ralenti, les consommations, évidemment, l'empreinte carbone, et puis quelque chose qui est très important, les anomalies issues du moteur. Comment accéder à ces données? Donc, comme on vous l'a dit en introduction, il y a des défis, évidemment, mais il y a aussi des solutions. Alors, le défi numéro 1, c'est la multiplicité des sources. En moyenne, un acteur de la construction détient plus de 8 sources. On va voir avec messieurs Fournials et Nicolier, chez Enco, il y a même 7 sources de données qui ont été identifiées.
Le deuxième défi pour accéder aux données de ces matériels, c'est la normalisation des données. Alors, en parler comme ça, de la collecte des données, ça paraît assez magique. Et pourtant, toutes ces données, on l'imagine bien, ne se ressemblent pas. Et malgré les efforts de normalisation, bah, il y a déjà d'une part différentes normes. Là, on vous affiche la norme AEMP, très présente dans le monde de la construction, mais on pourrait parler aussi de la norme FMS dans le monde du transport routier. Et puis, il y a plein d'autres normes. Il y a même des outils qui n'utilisent pas de normes. Et puis, à ces différentes normes, on peut ajouter différents rythmes d'actualisation des données. Certains actualisent les données toutes les 10 minutes, d'autres toutes les heures, d'autres tous les jours, etc. Et puis, il y a même des équipements qui ont plusieurs sources de données. Donc, quelle est la source prépondérante? Si deux données concurrentes ne sont pas d'accord, laquelle a raison, laquelle a tort? Enfin, voilà, il y a toute une sorte de défi autour de la normalisation de ces données. Et puis, même quand on s'intéresse à une norme, et là, on voit la norme AEMP, il y a 20 points de données listés. En fait, ces normes peuvent être limitantes. Croyez-moi, certains constructeurs nous offrent des dizaines et des dizaines de points de données supplémentaires qui ne sont pas dans la norme AEMP et qui pourtant pourraient vous être très utiles. Et puis, excusez-moi, je me suis trompé de bouton. Quand on zoome sur une norme et sur même un point de données précis, par exemple, ce point de données qui est le taux de ralenti, eh ben on voit qu'il y a différentes façons de comprendre ce taux de ralenti. Les constructeurs n'ont pas tous la même définition derrière taux de ralenti. Certains parlent d'une machine au neutre, d'autres parlent d'une machine avec un moteur en dessous des 1000 tours minute, etc., etc. Donc, il y a vraiment un manque d'uniformisation du langage, et ce manque d'uniformisation peut rendre compliquée la collecte de ces données. Heureusement, il existe des solutions. Cette solution, c'est d'utiliser une plateforme qui va vous permettre de centraliser et d'harmoniser vos données matérielles afin de, d'une part, les collecter chez vos fournisseurs d'engins, chez vos fournisseurs de sondes IoT, chez vos fournisseurs de télématique, de les centraliser, de les harmoniser et enfin de vous laisser les analyser afin d'optimiser toujours vos opérations. Et puis, pour ceux qui nous connaissent un petit peu, c'est évidemment ce que nous faisons tous les jours, nous, chez Ibo. Maintenant, le sujet central de ce webinaire ce matin, quels sont les enjeux et l'exploitation qui peut être faite de ces données matérielles. Donc, quand on parle d'enjeux, je vous ai dit, on en a isolé 6 en préparant ce webinaire. Ces 6 enjeux sont tous très importants, même si ce matin, on va s'arrêter sur les 3 premiers. Les 3 premiers, les 3 prochains seront traités donc le 4 juillet, comme je vous l'ai dit, à 10 h du matin. Les 3 premiers, c'est d'abord réduire le TCO. Voilà, on parle de sonnant et trébuchant, on parle d'euros. Le TCO, c'est le coût total de possession. Comment est-ce qu'on peut le réduire grâce aux données de vos matériels? Le deuxième enjeu, l'impact carbone, c'est évidemment essentiel à l'heure actuelle. Et on va voir que la mesure des émissions de CO2 d'une flotte, c'est quelque chose de très important et qui peut être maîtrisé grâce aux données du matériel. Et enfin, on va vous montrer comment on peut maîtriser l'utilisation et l'exploitation, notamment des données opérationnelles, toujours grâce à ces données. Donc, réduire le TCO, comment d'abord on le calcule, hein, ce TCO, c'est assez basique. On prend le coût d'une machine, on y associe un coût de l'argent immobilisé et puis des coûts de fonctionnement autour de cette machine. Basiquement, une machine, si ça coûte 100 000 €, on peut imaginer que son TCO à 10 ans, il est d'un peu moins de 200 000 €. Et bien, grâce aux 6 points de données listés dans la colonne de gauche, hein, donc je ne veux pas chacun les voir, on va pouvoir mettre en place un plan d'attaque. Ce plan d'attaque en 3 grands points, c'est vraiment réduire le ralenti, donc parce que les données nous remontent les heures de ralenti par rapport aux heures de production. On va pouvoir éliminer l'inactivité des machines, c'est-à-dire des machines qui ne servent qu'une journée dans la semaine, alors qu'elles pourraient être utilisées tous les jours. Et on va pouvoir allonger la durée de vie d'une machine, par exemple, en anticipant des maintenances grâce au code erreur. Ce plan d'attaque vous permet de réduire le coût total de possession de vos engins, d'économiser de l'argent. On vous a mis un petit chiffre, hein, sans revenir dessus dans le détail. C'était le sujet de notre dernier webinaire. 15 minutes de ralenti économisées par jour sur un parc matériel moyen avec 100 équipements, ça permet une économie de plus de 100 000 € par an. Mesurer l'impact carbone des matériels,
on l'a dit, c'est essentiel, c'est tellement essentiel que la loi et les différentes réglementations vous l'imposent. Pourquoi est-ce qu'on le mesure? C'est que souvent, on ne peut pas améliorer ce que l'on ne mesure pas, ou on ne peut améliorer que ce que l'on mesure, comme on a tendance à le dire. Hibou, les plateformes de centralisation des données, les machines vous permettent, grâce à des points de données qui sont remontés, de réduire les émissions, d'une part, hein, c'est très important, d'autre part, de reporter, de rendre des comptes à vos donneurs d'ordre, à vos clients. Troisième point, de challenger vos fournisseurs. Hein. On nous annonce une consommation à l'heure de temps. Et ben, grâce aux données de la machine, je peux savoir si j'ai vraiment cette consommation ou pas. Je peux les mettre en concurrence. Je peux travailler avec eux pour améliorer les rendements des machines. Et puis surtout, un point qui nous tient très à cœur, c'est de créer une dynamique vertueuse en interne dans vos entreprises. Les agences se comparent, les chantiers se comparent entre eux, et il y a vraiment une dynamique qui se met en route, vertueuse entre les équipes. Et puis le dernier point, un point qui s'intéresse principalement aux entreprises qui font de la location, hein, donc je pense bien sûr à Enco, mais aussi aux entreprises qui font de la refacturation interne liée à l'usage des équipements. Aujourd'hui, grâce aux données, on peut maîtriser la facturation parce qu'on a les données de production, les données d'oramètre et les niveaux de carburant qui remontent automatiquement. Ça remonte automatiquement dans une plateforme de collecte des données, hein, telle qu'on vous la montre là. Donc, sur une période déterminée, par exemple le mois de mars, on a les heures de fonctionnement cumulées durant cette période et on va pouvoir refacturer ainsi vraiment très précisément. Mais ça remonte aussi grâce aux outils informatiques et toujours ces fameuses API, ça remonte dans vos outils de facturation et dans vos ERP. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long dans cette première partie et je vous propose de passer tout de suite au retour d'expérience de PFO Construction et de Enco, retour d'expérience vraiment centré sur l'utilisation des données. Et on commence donc par vous, Monsieur Noriga. Thierry, je vous laisse la parole. Bonjour à tout le monde. Le choix de PFO Construction de partir sur la connectivité du matériel et des remontées de données a été au départ fait pour utiliser le mieux possible notre matériel et ensuite suivre le mieux possible nos données carburant. Alors sur les deux, il n'y avait pas forcément un plus que l'autre. C'était surtout utiliser et gérer notre carburant. Le fonctionnement de PFO en Côte d'Ivoire, c'est un fonctionnement de chantier par projet. Donc les gens, les directeurs de projet sont souvent involontairement et inconsciemment pensent avoir leur parc matériel à eux et oublient qu'ils sont dans une entreprise et oublient parfois d'échanger le matériel avec leurs collègues qui ne sont pas très loin. Et justement, les remontées de données qui sont faites par Hibou permettent, grâce à un dispatcher qui gère tout le matériel de PFO, de pouvoir échanger notre matériel entre chantiers et de l'optimiser. Ensuite est venu évidemment le taux de ralenti, qui est quelque chose de conséquent en termes de dépenses. Évidemment, plus le ralenti est élevé, plus ça génère des frais qui ne sont pas forcément directs au départ, qu'on n'apparaît pas, qu'on ne voit pas, puisqu'effectivement, les vidanges de matériel sont faits tout le temps, toutes les 250 ou 300 heures en fonction des entreprises et des besoins. Et si vous avez effectivement un taux de ralenti élevé, ce taux de ralenti génère des dépenses qui sont conséquentes pour l'entreprise. L'entreprise investit du matériel. Quand on investit, comme il a été dit au départ, sur une machine qui va coûter 100, effectivement, le but, c'est de l'utiliser au maximum de son temps, de sa durée de vie, et viser les 100% d'utilisation, qui, ça c'est de la théorie, évidemment, ne peut pas se produire dans la réalité, puisque vous avez forcément des arrêts techniques, mais plus vous irez vers le 100% d'utilisation, moins cher vous coûtera quelque part votre matériel. Et plus vous le rentabiliserez, et mieux seront réalisés vos chantiers. Nous comparons toutes les données de ralenti et de carburant à la semaine. Ces données sont transmises à tous les projets.
on compare entre projets, on compare entre familles de matériel pour essayer d'affiner le plus possible. Alors, à la base, aujourd'hui, il n'y a qu'un seul chantier chez PFO qui est, on va dire, pilote. Malgré tout, on a un peu moins de la moitié du parc qui est connecté. Donc, on a plein de chantiers qui sont effectivement connectés. Mais on a un site pilote. Et avec ce site pilote, on a vu l'évolution. Et on voit que de 2021 à 2023, on a gagné 6 points de ralenti. Et 6 points de ralenti, c'est beaucoup vu le parc matériel que nous avons, puisqu'à aujourd'hui, nous avons à peu près 500 matériels de connectés qui nous remontent de vraies informations avec le taux de ralenti. Nous n'en avons que 120, mais 120, c'est déjà beaucoup. Le gros souci que nous avons à l'international, c'est qu'il y a beaucoup de marques de matériel qui, malheureusement, ne veulent pas ouvrir leurs API parce qu'il y a des coûts pour les constructeurs, des coûts à payer dans les pays pour avoir l'autorisation d'émettre des données de GPS. Donc malheureusement, quand on achète une machine qui est déjà, on le sait, montée d'origine, qui est connectée, nous sommes souvent obligés de monter des outils de seconde main pour pouvoir avoir les données matérielles. Ça, c'est un vrai sujet à l'international. Mais malheureusement, heureusement, on y arrive, mais c'est un petit peu plus compliqué qu'effectivement que d'avoir la donnée directement qui est donnée par le constructeur. Aujourd'hui, on vise 80% de matériel connecté avec les données qui remontent. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais bon, déjà avec 120 matériels, on a déjà une bonne représentativité de ce qui se passe sur notre parc et dans l'entreprise. Voilà, je pense avoir plus ou moins expliqué. Je ne sais pas si tout le monde aura bien compris ce que j'ai souhaité dire. Thierry, c'était très clair. Peut-être on peut faire un petit zoom sur ces graphiques. Oui, alors, on a des données carburant qui sont transmises par les constructeurs et on essaie de donner des objectifs, de se donner des objectifs qu'on transmet effectivement à tous les chantiers. Et ces objectifs, ces consommations et ces utilisations sont faites effectivement par projet. Là, vous voyez, il y a 2 projets. Il y en a un qui s'appelle le projet de la Côtière, qui est notre projet pilote chez PFO, et le projet de Dabakala, qui est un second gros projet. Et on essaie de comparer un petit peu ce qui se passe. Alors, effectivement, c'est toujours compliqué de comparer des chantiers, mais sur l'utilisation du matériel, ça donne quand même de bonnes indications. Ça permet aussi de challenger un petit peu les directeurs de projet, les opérateurs sur les machines. Enfin, voilà, après, c'est beaucoup de communication. D'accord. Donc oui, il faut vraiment communiquer avec vos différents chantiers pour atteindre vos objectifs. Il y a un dernier point qui nous semble très intéressant d'aborder avec vous, c'est cette interface avec Visual Planning. On a voulu, alors effectivement, on a un dispatcher central qui s'occupe de tout le parc matériel de PFO. Et pour vérifier, pour être sûr, parce que mine de rien, la Côte d'Ivoire, ça représente à peu près 60% du territoire français. Donc c'est quand même un assez gros pays. Et pour être sûr que notre matériel est bien positionné au bon endroit comme il a été prévu, les remontées de données GPS d'Ibou sont retranscrites dans notre planning et on vérifie effectivement si ce qui avait été écrit au départ se passe bien à l'arrivée. Ça, c'est quand même une donnée assez importante. Et après, ça pourra donner peut-être à l'avenir, effectivement, de la refacturation interne. Mais pour le moment, on n'en est pas encore là. D'accord, oui. Donc, il y a l'idée de départ, c'était de permettre aux exploitants de voir et de savoir comment est utilisé leur matériel. Dans un deuxième temps, on passera sûrement à l'utilisation à la maintenance de notre parc matériel. Donc, l'outil sera utilisé plus par le service matériel plus tard, mais pour l'instant, c'est vraiment basé et fait pour l'exploitant. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que, j'ai une dernière petite question avant de laisser la main. On parle d'optimisation de vos matériels, de meilleurs dispatchs. Est-ce que vous avez déjà éventuellement des chiffres à nous partager
en termes de machines que vous n'auriez pas achetées, en termes du coût d'argent que vous aurez économisé grâce à ces données et grâce à cet outil de planning? Oui, oui, alors déjà, on a notre efficience matérielle qui a un petit peu augmenté, qui n'est pas encore au niveau que l'on souhaiterait. On s'approche aujourd'hui des 60% de taux d'efficience. J'espère que dans quelques années, ça sera nettement amélioré. On a effectivement notre taux de ralenti qui a bien baissé. Et ensuite, effectivement, grâce à l'utilisation du matériel et à ces remontées de données, et bien effectivement, à une période, on a hésité à acheter des répandeuses à bitume. Et à l'arrivée, on ne les a pas achetées parce qu'effectivement, on s'est aperçu que nos répandeuses étaient sous-utilisées. Et donc, on a évité un investissement qui aurait pu être fait. Donc là, quand on parle d'amélioration vraiment du TCO, c'est immédiat et on se rend bien compte en termes financiers, il y a vraiment des gros gains à faire grâce à ces données, quoi. Oui, effectivement, et plus le parc est conséquent, plus effectivement les gains sont importants. Super. Eh ben, merci beaucoup, Thierry. Merci à Je, vous. je vous propose de laisser la parole du coup à Jérémy et à Laurent. Jérémy, Laurent, bienvenue. Peut-être vous pouvez prendre la parole maintenant. Bonjour à tous. Donc, moi, je me présente, Laurent le fera par la suite. Je suis Jérémy Fournier, je suis responsable des achats de Enco. Alors, j'ai vu qu'il y avait des acheteurs dans les participants, c'est très bien. Comme ça, il y aura sûrement des discussions parce qu'on a parlé de TCO. Vous avez bien pris la leçon, Adrien, c'est parfait. Donc, nous, le choix de aujourd'hui, pourquoi Hibou au départ, ça vient un appel d'offres que nous avons lancé pour essayer de concaténer toutes les données sur une seule et même plateforme, chose qui était essentielle pour Enco, qui, comme je le rappelle, Enco, c'est 1400 matériels et plus de 5000 équipements. Évidemment, le matériel ne vient pas d'une seule marque, on en a plusieurs et chaque marque de matériel avait sa propre plateforme. Donc, le pourquoi de Hibou, après l'analyse du TCO technique et financier, on s'est rapidement rapproché de Hibou qui, nous paraissait vraiment l'outil qui allait nous faire avancer dans l'analyse des données télémétriques. Et aujourd'hui, donc c'était déjà un choix en interne parce qu'on avait besoin aussi de savoir et de connaître les données de consommation de carburant et de taux de ralenti et le taux d'inactivité qui est pour un loueur très important. Et c'est arrivé à point nommé parce que dans les appels d'offres pour lesquels nous répondons, que ce soit nos clients de travaux publics, mais surtout aussi, et c'est là que c'est important, nos clients dits industriels, pour répondre à cet appel d'offres, il fallait également qu'on utilise des plateformes de télémétrie. Donc, l'association avec Hibou qui date de 2020, maintenant, elle est arrivée à point nommé. Pour nos clients, c'est également important parce que toutes les analyses de carburant, d'heures de production, de ralenti, de géolocalisation et d'émissions de CO2, c'est très important parce que bien souvent aujourd'hui, le loueur, il vient en complément du parc existant. Et quand on a la même plateforme, c'est tout à fait simple et gratifiant pour le client de l'avoir. Et puis, ça permet aux clients aussi, d'après ce que nous analysons, comme nous louons avec et sans chauffeur aussi, de faire des analyses quand nous louons sans chauffeur, on va dire des analyses plutôt éco-responsables d'utilisation des machines pour nos clients. Et ça, c'est ce qui est souvent remonté, notamment dans les clients dits industriels. Ensuite, pour nous, en interne, évidemment, la mesure du taux d'inactivité elle est importante aussi pour discuter avec nos clients, pour voir si la machine que nous louons est très adaptée. Parce que c'est un peu notre cœur de métier chez Enco. Enco, nous louons des machines, mais surtout, nous essayons de créer des solutions à nos clients, c'est-à-dire qu'ils ont des travaux à faire ou une activité à faire. On essaie de leur louer la machine avec le matériel et les équipements qu'il faut. Vu le nombre de matériel et d'équipements qu'on a, c'est notre cœur de métier. Et aujourd'hui, comme nous avons un parc dit jeune, c'est-à-dire 80% de notre parc a 3,7 années de turnover, c'est très important aussi d'avoir des données techniques qui remontent facilement pour l'exploitation de nos machines et de juger quand il est bon de la retirer des services ou d'en avoir une autre.
je vais laisser la parole à Laurent qui va pouvoir derrière compléter ce que je dis pour un point de vue plus exploitatif. Merci Jérémy. Donc Laurent Nicolier, effectivement, je suis responsable grand compte pour Enco et des relations avec donc les grandes entreprises. Et ce matin, effectivement, je vais plus vous partager le point de vue d'un loueur et des avantages que représente une plateforme telle que Hibou ou plus généralement de remonter des données. Donc clairement, le premier point, c'est le slide suivant, Adrien, si c'est possible de passer au slide. Voilà, slide suivant, tout à fait. Le premier point, et c'est le point majeur, je dirais, pour nous, et là, encore une fois, dans l'exploitation au quotidien d'une activité de loueur, c'est la centralisation des données, puisque clairement, effectivement, on travaille et on travaillait depuis des années avec les remontées des constructeurs, des différents systèmes télémétriques, mais aucun d'entre eux, on va dire, n'avait, comme ça a été cité, je crois, par Adrien tout à l'heure, forcément le même format, les mêmes données, les mêmes façons de présenter les choses, etc. Donc, la centralisation que propose une plateforme telle que Hibou aujourd'hui est pour nous un confort d'utilisation et une rapidité juste énorme, puisque en une seule connexion, on a accès à toutes les marques qui composent notre parc, toutes les données sous le même format, ce qui nous permet clairement de gagner du temps et d'avoir un gain et de présentation et de remontée d'informations. Que vous dire d'autre sur la centralisation, l'uniformisation, ça c'est clair. Ensuite, le deuxième point qui est utile pour nous, loueurs, c'est la géolocalisation des machines. Ça, encore une fois, on pouvait l'avoir auparavant avec la télémétrie des constructeurs. Et c'est sur une seule plateforme. Ça nous permet deux choses. Ça nous permet clairement, et notamment dans notre activité, comme le disait Jérémy, nous sommes sur une activité de gros engins. Donc, c'est peut-être plus vrai dans cette activité-là que quelqu'un de plus généraliste avec des plus petits matériels. Mais nous, ça nous permet clairement de savoir par rapport à un besoin futur client où se trouvent nos machines. Donc, à partir de là, quand un client nous sollicite, on peut facilement, et vous le voyez sur l'image qui est à côté sur le slide, localiser. On peut sélectionner bien sûr le type de machine, le type de tonnage, etc. Mais très facilement de localiser sur la région où le client va avoir un besoin, quel type de machine nous avons, quelle machine nous avons de disponible, et d'organiser bien notre proposition, notre chiffrage, notre transport par la suite en fonction de la disponibilité, de la localisation de la machine. Le deuxième sujet, alors je vous l'accorde, il est moins flagrant dans la géolocalisation, mais il peut nous aider bien évidemment aussi en cas de vol de matériel. Alors bien heureusement, on ne se fait pas voler des 40 tonnes tous les 2 jours, mais ça peut arriver malheureusement. Mais la géolocalisation peut nous aider effectivement et aider les forces de l'ordre à suivre une machine. Le troisième point important dans l'exploitation, c'est le support technique. Effectivement, 2 choses principales, on va dire. On a une remontée aussi souvent qu'on le veut, mais en tout cas, une fois mensuellement, on l'organise des horamètres des machines, ce qui permet à nos ateliers de prévoir les entretiens préventifs et donc d'organiser leur planning de charge et de travail. Et le deuxième sujet, c'est que ça nous permet aussi de remonter des anomalies machines, des codes d'erreur qui arrivent et qui permettent aussi, là encore, aux chefs d'atelier de prendre des décisions, des actions en fonction des codes d'erreur qui sont remontés et donc de permettre une meilleure réactivité selon le type de panne, de dire, bon ben voilà, quelle est la réaction? Faut-il envisager telle réparation ou directement aller vers un remplacement du matériel si on s'aperçoit que le code d'erreur est plus significatif? Enfin, le dernier point, c'est l'aide à la facturation. Donc, comme on vient de le dire, on a une remontée des horamètres. Donc, ça permet clairement d'aider à la facturation de fin de mois. Et puis, le dernier sujet dans la relation, j'oserais dire, client et contrat, c'est aussi quelque chose qui sert souvent de juge de paix, allez, je vais l'appeler comme ça, dans la discussion avec un client pour évaluer quand il y a certaines situations. Alors, on peut parler d'intempéries, on peut parler d'arrêt de chantier, on peut parler de panne. Ça va permettre bien souvent dans une meilleure fluidité et sérénité
de discuter avec le client qui a la donnée, nous avons la donnée, donc c'est assez facile de voir ce qu'a fait la machine clairement sur le terrain pour pouvoir en tirer les conclusions, décider, enfin bref, avoir la discussion qui s'ensuit en fonction de ces éléments. Voilà pour les avantages majeurs que je tenais à souligner pour un loueur des remontées que nous propose Ibou aujourd'hui. Merci beaucoup pour ces cas d'usage. Je rebondis un petit peu sur votre dernière partie. Et puis, Jérémy parlait même d'avantages compétitifs. Vous parlez de transparence ou de juge de paix, suivant comment on se situe. En gros, moi, ce que je comprends, c'est que vis-à-vis de vos clients, cette transparence, ça vous donne un avantage, ça vous donne un avantage vis-à-vis de la concurrence. Est-ce que vous avez déjà des chiffres de satisfaction à nous communiquer ou des verbatims sur un peu comment le perçoivent vos clients? Alors, des chiffres, je vais pas vous citer de chiffres ou de choses très concrètes dans le domaine. Par contre, effectivement, dans l'attitude au quotidien, enfin, c'est des choses qui rentrent dans les mœurs aujourd'hui, clairement, puisqu'on a effectivement ce support et cette information qui est partagée avec nos clients. C'est une discussion qui s'instaure assez facilement et de manière très fluide, comme je le disais. C'est-à-dire qu'on ne va pas tourner autour du pot. Dès qu'il y a un souci, on a facilement un client au téléphone, ou on l'appelle, ou il nous appelle. Ça peut être dans un sens comme dans l'autre, bien évidemment. Et une discussion très, très positive en disant, OK, les faits, ils sont là. Maintenant, on discute des faits, mais il y a plus de points d'interrogation, entre guillemets, sur ce qui s'est passé et sur le concret du terrain. Après, bien évidemment, s'il y a des discussions qui sont nécessaires, elles ont lieu, mais il y a une transparence grâce à cette remontée de données qui apporte encore une fois une simplification dans la discussion avec nos clients. Je comprends bien. Je voudrais répondre aussi sur un point, parce que j'ai vu qu'il y avait des questions sur l'aspect compétitif. Alors, cet aspect compétitif, on peut le voir de plusieurs manières. La première, c'est qu'effectivement, nous, dans nos offres, on présente Ibou comme un partenaire privilégié. Après, de plus en plus souvent, évidemment, Ibou est déjà présent chez notre client, donc le fait d'avoir, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le loueur ou le parc déjà en place et qui est déjà sur Ibou, donc évidemment, c'est à notre avantage. Après, sur l'aspect quantitatif, et je parle surtout dans les travaux publics où la maîtrise d'ouvrage est souvent publique. On nous demande, et même dans le privé d'ailleurs, maintenant dans l'industriel, c'est vrai que c'est dans le privé, on nous demande la remontée des données de consommation de carburant ou d'émissions de CO2. En corrélation avec le fabricant du matériel qui donne des données dites techniques sur papier, grâce à Ibou, aujourd'hui, on vérifie que ces données ne soient pas trop éloignées de la réalité et ça permet de mesurer et de répondre à une maîtrise d'ouvrage public avec des données beaucoup plus précises. Et ça, c'est un vrai avantage compétitif parce que ça permet après à nos clients de juger sur le réel choix de la machine, le réel équipement. Aujourd'hui, demain, nous allons aussi au-delà et on travaille avec notamment Clément Bénard sur le sujet et puis ses équipes, sur aussi l'utilisation de tel ou tel équipement par rapport à une typologie de matériel, parce que la consommation peut varier. Et ça, c'est très important aussi. Donc, effectivement, être à livre ouvert, c'est bien et c'est un vrai avantage compétitif. En tout cas, on le juge comme ça chez nous, chez Enco, parce que ça nous permet aujourd'hui d'apporter dans notre réponse à nos clients des solutions encore plus précises qui vont varier le choix du matériel et de l'équipement. Et nous, pour nous, c'est très important. Je comprends. Ça vient vraiment en complément de ce qu'on disait dans rendre des comptes à ses clients, à ses donneurs d'ordre, et que ça soit dans le public aujourd'hui ou comme vous le dites, il y a ce besoin de chiffres, et puis ça va venir de plus en plus dans le privé. Ce que je vous propose à tous, c'est de passer aux questions. Donc, je vais faire une petite manœuvre technique qui va consister à changer d'écran. Voilà, je vous revois. Donc, on a eu plusieurs questions. On a eu plusieurs questions dans le chat. La première, la géolocalisation est importante. À quoi ça sert réellement? Donc, je crois, Laurent, vous nous avez pas mal répondu. Peut-être Thierry, vous avez quelque chose à ajouter. Moi, il y a un petit point. J'aimerais compléter cette question. On parle de géologue pour géolocaliser la machine, et donc on imagine très bien que ça permet aux
aux loueurs de mieux savoir où sont les engins à côté pour éventuellement louer une machine à proximité. Est-ce qu'on parle aussi de géolocalisation dans le cadre de livraison ou d'enlèvement de machines? Est-ce que ça vous sert dans ces cas-là? Moi, je peux dire que la géolocalisation nous sert beaucoup pour deux choses. C'est un, vérifier, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce qui a été dit au planning, c'est-à-dire en disant voilà telle machine, on va la positionner sur tel chantier. Vérifier effectivement que la machine est bien sur tel chantier. D'accord. Et dans un second temps, vu que malheureusement dans le secteur du BTP, il y a beaucoup de vols de carburant, et c'est partout dans le monde entier, effectivement, ça nous aide aussi pour les vols de carburant à géolocaliser où était la machine à l'instant T quand on sait qu'il y a eu un souci, parce qu'effectivement, avec les données de jauge de carburant et tout, on peut savoir à quel moment a été volé le carburant, et ça nous permet de géolocaliser la machine, de dire où est-ce que ça s'est passé. Écoutez, ça nous donne une bonne idée de cas d'usage peut-être pour la partie 2 de ce webinaire, mais en tout cas, je comprends bien. On a des questions donc autour des avantages compétitifs. J'ai l'impression qu'on y a déjà bien répondu. Une question pour vous, Monsieur Noriga. Les remontées papier, on imagine que notamment avant d'utiliser l'outil de planification, il y avait peut-être pas mal de gestion papier, enfin papier ou même en Excel, hein, c'est du papier sur écran. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez réussi à vous passer de ces remontées papier pour planifier, pour organiser un petit peu vos chantiers? Alors, pas totalement. Malheureusement, le papier est toujours présent et trop présent. On peut dire qu'on a évité un petit peu de papier, mais on n'est pas à 100% de zéro papier, quoi. Non, aujourd'hui, malheureusement, on est encore toujours dans le papier. Ça viendra, mais il faut aujourd'hui, je veux dire, il faut que les gens aient confiance dans les outils. Alors, c'est compliqué parce que aujourd'hui, tout devient informatique et informatisé. Mais malheureusement, malgré tout, les gens ont du mal à avoir confiance à l'outil informatique. Alors, ça vient, avec le temps, ça vient, on diminue un petit peu, mais on n'a pas encore totalement diminué le papier. Non. Écoutez, cette confiance est un sujet qui nous anime tous, évidemment, et sur lequel on travaille. Peut-être pour toujours cette question de papier, il a été question donc, chez PFO de transfert des données directement dans un outil tiers. Est-ce que chez Enco, vous utilisez la donnée dans des outils périphériques, peut-être pour la facturation ou des choses comme ça? Ou est-ce que c'est prévu, si ce n'est pas le cas encore? Laurent, vous êtes… En partie achat, évidemment, qui est directement lié avec les finances. Oui, effectivement, nous, c'est en cours de. On est en train d'implémenter un nouvel ERP qui sera directement lié, évidemment, aux données géocalisées, notamment pour les histoires de facturation et de géolocalisation. Donc, ça sera lié. Et on ne l'utilise pas forcément aujourd'hui. C'est deux choses qui sont pas totalement liées. C'est en cours d'implémentation, mais c'est pas aujourd'hui totalement lié. Après, Laurent, il l'utilise différemment, mais c'est juste pour de la vérification d'exploitation. Je sais pas si Laurent, tu veux rajouter quelque chose. Non, mais c'est exactement ça. Mais je pense que clairement, et pour tout loueur, de toute façon, c'est la direction et c'est la motivation qu'à un moment donné, tout s'imbrique et que tout soit lié au niveau des outils, de limiter au maximum justement tout cet impact papier également, puisque une fois que l'outil récupère toute cette information et va être à la source de une préparation de machine, une vérification de machine, un contrat qui va aller par la suite, l'envoi du contrat au client, etc. Enfin bon, toute cette chaîne, on va dire, de documents et de liaison avec la situation d'exploitation de l'entreprise. Donc oui, voilà. Mais non, autrement, rien de plus que ce que Jérémy vient de nous citer. On a hâte de pouvoir louer une machine directement sur Internet et d'avoir une facturation toute automatisée à la suite. Alors pour apporter un petit plus, j'avais au départ sur le chantier pilote de PFO en Côte d'Ivoire, j'avais voulu essayer de faire la facturation interne grâce à l'outil Hibou. Alors il y a quand même quelques petits soucis malgré tout, parce que c'était un très gros chantier qui fait 180 km de long, qui a été découpé en petits chantiers à l'interne du chantier. Et j'avais dit, tiens, on va essayer de géolocaliser tout. C'est-à-dire que j'avais demandé à mes topos dans l'outil Hibou de me mettre le tracé. Et en fonction de où se trouvaient les machines, de pouvoir essayer de dire, on va essayer de les refacturer en fonction d'où elles se trouvent.
Le souci, c'est que quand vous avez du matériel qui bouge beaucoup, qui peut aller sur un petit chantier A aujourd'hui, sur le chantier B demain, voire même dans la même journée, en fait, de moi, c'est un petit peu compliqué. Je pense que sur des chantiers moins importants et figés, où le matériel est assez figé, je pense que c'est assez facile. Là, ouais, quand ça bouge beaucoup, et notamment sur les chantiers de VRD, ça devient vite compliqué, quoi. Mais il doit y avoir des possibilités. Avec le temps, je pense qu'on y arrivera. En tout cas, il est évident que ces données de géolocalisation, les fréquences augmentent, hein, le coût de transport de la donnée diminue, donc la fréquence d'actualisation augmente, et donc effectivement, ce géofencing s'améliore et va encore s'améliorer. Il y a des questions pour lesquelles vous avez voté. On vous remercie. La première question qui a reçu pas mal de votes, celle de Baudouin de Valicourt. Avez-vous déjà quantifié l'impact sur la durée de vie d'un équipement de la réduction du ralenti? Est-ce qu'on observe vraiment une diminution du TCO parce qu'un engin, au lieu de l'utiliser 10 ans, on va pouvoir l'utiliser, pourquoi pas, 12 ans? Moi, je ne l'ai pas encore quantifié, mais évidemment, il y a un impact sur la durée de vie du matériel, évidemment. Alors, peut-être chez Henco, qui a un turnover plus rapide de ses machines, on ne parle pas de durée de vie, mais peut-être de valeur de revente ou de choses comme ça. Est-ce que vous avez déjà réussi à mesurer ça? Alors, effectivement, moi, je vais répondre, hein. Donc, déjà, 10 ans et 12 ans, c'est beaucoup pour Renko, pour un matériel. C'est la première réponse. Comme je disais, le turnover, il est 3,7 sur 80% du parc, mais généralement, on peut les vendre, des fois, du matériel, ils ont 7 ans, 8 ans, Laurent, c'est ça à peu près. Maintenant, oui, effectivement, si on utilise moins la machine et qu'on a des données spécifiques déjà à montrer à l'acheteur potentiel une fois qu'on a revendu la machine, oui, ça joue sur le prix de vente. Ça, c'est certain. Et on l'a déjà remarqué. Donc, en tout état de cause, on n'a pas fait une analyse très poussée, mais on sait que ça joue. Ok. Alors, ensuite, on avait une question aussi. Bonjour, nous sommes équipés de télématiques tierces montées sur les CAN-bus, mais nous trouvons fastidieux le montage et l'entretien de boîtier. Les données constructeurs apportent-elles la même profondeur et la même richesse? De toute façon, enfin, moi, pour avoir monté d'autres outils, on récupère les données constructeurs. On récupère ce que donne la machine. Le seul problème, c'est de ne pas pouvoir le récupérer directement avec l'outil du constructeur. Mais l'outil qu'on monte, qui est en seconde monte, fait la même chose que ce que fait l'outil du constructeur. On ne récupère que ce que donne la machine, c'est tout. Donc, ce sont les mêmes données. D'accord. Oui, je confirme, c'est les mêmes données, hein. De toute façon, aujourd'hui, effectivement, monter un boîtier annexe, c'est compliqué, et puis je pense que pour la maintenance aussi. Mais aujourd'hui, de toute façon, déjà, les données des constructeurs, elles ne donnent pas tout. Parce que, par exemple, des fois, aujourd'hui, encore une fois, nous sommes en train de travailler justement avec Ibou sur des remontées de données équipements par typologie de machine. Donc, ça sera obligatoirement des boîtiers annexes qu'on viendra mettre sur les équipements et sur les machines pour faire la réception. Voilà. Très bien. Donc là, on revient sur un des écueils qui peut être retrouvé dans la remontée des données, c'est qu'on va avoir plusieurs sources de données par équipement qu'il va donc falloir réconcilier. On a encore une question qui m'apparaît très pertinente, évidemment, c'est est-ce qu'on apprend si la totalité des équipements n'est pas connectée? Est-ce qu'on peut commencer les cas d'usage que nous avons mentionnés ce matin? Est-ce qu'on peut tirer des apprentissages avec une première partie des équipements? Je n'ai pas trop bien compris la question. Je pense qu'il faut la comprendre. Est-ce qu'il faut 100% des machines connectées pour commencer à utiliser ces données, ou est-ce qu'avec 60%, on peut déjà se faire une idée, ou peut-être même 20%, je ne sais pas, Thierry. Moi, chez PFO, comme je vous disais tout à l'heure, on a aujourd'hui à peine la moitié du parc qui est connecté. Et sur cette moitié de parc qui est connecté, on a 120 machines qui nous remontent toutes les données que l'on souhaite, y compris le taux de ralenti. Mais déjà, avec 120 machines qui vous donnent toutes les données, ça donne vraiment une bonne indication ça donne une bonne indication de ce qui se passe sur les chantiers et dans l'entreprise. Parce qu'effectivement, sur ces 120 machines, toutes les familles de matériel sont représentées. Et effectivement, ce qui se passe sur le chantier A, vous pouvez vous dire qu'il se passe à peu près la même chose sur le chantier B.
Donc, je prends Moi, votre réponse comme un encouragement. Lancez-vous. je complète parce que, en fait, c'est parfaitement ce que vient de dire Thierry. Nous, dès qu'on a connecté les machines, il y avait des sentiments d'utilisation qu'on n'était pas tronqués, mais on a été surpris. Les taux de ralenti, par exemple, les consommations suivant les machines et suivant l'utilisation des machines. Et encore une fois, on peut avoir deux mêmes machines sur des chantiers différents. Les données vont être différentes. Suivant, nous, dans la location, on utilise des machines et on loue des machines sur différentes typologies de travaux, que ce soit dans l'urail, que ce soit dans l'industriel, que ce soit dans les travaux publics de voirie, les travaux publics de terrassement. L'utilisation de la machine est différente. Donc, les données donnent des indications qui sont forcément différentes. Et aujourd'hui, nous, notamment le taux de ralenti, on a été très surpris. Voilà, au départ. Je comprends. Laurent? Et pour terminer sur la réponse à cette question-là, la montée en puissance progressivement de la connexion du parc, tout ce qui est connecté est gagné, entre guillemets. Donc, on gagne du temps, on gagne un peu les différents avantages qu'on a pu tous décrire, de plus en plus au fil de la flotte qui est de plus en plus connectée et remontée. Bon, celles qui ne le sont pas pour l'instant, on continue à aller chercher sur les télématiques constructeurs. On continue à pratiquer comme auparavant. Mais dès la première machine connectée, on peut commencer à bénéficier du système. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On a un petit peu dépassé et on a la régie qui me fait des grands signes. Merci beaucoup, Laurent, Jérémy, Thierry, pour ce temps que vous nous avez accordé ce matin. Toutes les questions vont recevoir une réponse par email. Hein. Je pense que grâce à la plateforme, on aura vos emails, donc on y répondra bien évidemment. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez contacter via la plateforme ou via les adresses email que vous connaissez, contact@ibou.io, afin qu'on puisse y répondre. Le 4 juillet, la partie 2 de ce webinaire à 10h du matin. On peut d'ores et déjà vous dire qu'on aura aussi deux témoignages. L'entreprise Bremat, qui était un loueur aussi, et un exploitant qui est Echium Granula, donc une filiale du groupe CRH. Merci, messieurs. Merci beaucoup pour votre temps et toutes ces riches informations. Et à très bientôt et au 4 juillet pour le prochain webinaire. Au revoir. Merci à vous. Merci, bonne journée. Au revoir.